Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Radio Circulab. Je suis accompagné aujourd'hui de Stéphane de Freitas. Bonjour Stéphane, Bonjour. ça va? Ouais, super. Alors on est aujourd'hui le 20 mai 2026 et en fait on est dans un salon qui est la Reuse Economy Expo. Donc il y a beaucoup de monde autour de nous. J'espère que le bruit environnant ne sera pas trop perturbant. Mais je suis très content puisque hier, j'ai rencontré Stéphane et j'ai dit putain, un super épisode à venir pour Radio Circulab. Et donc, on a profité de l'occasion pour enregistrer cet épisode. Donc, très content de pouvoir passer ce moment avec toi, Stéphane. Yes. Est-ce que déjà, tu peux te présenter rapidement? Stéphane, enchanté déjà. Je suis entrepreneur social. Mon premier projet d'entrepreneuriat social, c'était un réseau qui s'appelait Eloquentia, qui a développé une pédagogie qui développe la confiance en soi des jeunes à travers la prise de parole, que j'ai créé en 2012 et qui maintenant a 45 antennes en France et dans le monde, à peu près 15 000 jeunes formés. Une pédagogie voilà, qui a été reprise dans les livres de français des lycéens. Donc c'est comme ça que j'ai pris goût à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, Eloquentia continue de grandir et je me suis intéressé à un deuxième sujet qui m'importait, c'était le réemploi. Et Ouais. donc, je suis parti de cette idée, de ce constat simple qui était de se dire, on vit dans un monde où il y a une crise du pouvoir d'achat et en fait, avec un gros enjeu environnemental. Et j'ai eu cette idée que le fait de donner au lieu de jeter, ça devenait un geste qui allait devenir essentiel. Parce que quand tu donnes un canapé au lieu de le jeter, tu offres à ton voisin, tu lui fais économiser 60 euros parce qu'il récupère un canapé peut-être réparable, mais voilà, qui peut être viable. Et tu fais économiser à la collectivité 200 kilos, allez, 150 kilos, on va dire, de déchets qui ne sont pas collectés ni enfouis. C'est-à-dire qu'on n'achète pas des sols pour y enfouir nos déchets. On perd de l'autonomie même alimentaire, hein. On achète des sols pour y enfouir nos déchets Ouais. et ou de les incinérer, ce qui n'est pas bon pour nos poumons et nos enfants. Donc je me suis dit, dans ce geste, il y a un énorme intérêt à le massifier, et c'est comme ça qu'est né le projet Indigo, qui est devenu Donon.org, d'un côté, et On ça va fait venir à l'incite. la suite, mais juste avant que tu enchaînes, quand tu parles d'Eloquentia, est-ce que ça a un lien avec ce fameux avocat qui coachait un petit peu les étudiants où il y avait eu un reportage hyper émouvant d'ailleurs, je me souviens, c'était il y a au moins 6-8 ans, je sais plus, c'est ça? Ouais, à voix haute. Alors c'est le film que j'ai Excellent. réalisé du coup. Ah putain, bah tu vois, c'est génial. Je savais même pas qu'on faisait les liens comme ça. Bah félicitations, c'était une super histoire et bravo en tout cas. Enfin, vas-y, continue à nous en parler un peu si tu veux. Ah, merci Brieux. Alors oui, effectivement, ça a été un film que j'ai réalisé à la base pour me dire comment je peux mettre en avant l'initiative Eloquentia. Et puis après, on a été dépassé parce que le film a été au cinéma, il a été au César, il a été invité à Cannes. Ah Donc ouais, ça, je me souvenais pas de ça, mais bravo, putain, c'est félicitations. T'avais jamais réalisé de film de ta vie en plus. non, c'est le premier. Incroyable. Putain, sacré coup de maître. Et donc voilà, c'était ce premier projet. Puis le film a mis un énorme coup de boost et on a pu évangéliser sur l'enjeu générationnel d'apprendre aux plus jeunes à prendre la parole et à s'écouter aussi. Parce que l'écoute, c'est aussi l'éducation à l'empathie. Bien sûr, ouais. Et donc on a j'ai théorisé à travers la pédagogie, porter sa voix, ce savoir-faire qu'on avait au niveau de l'asso pour accompagner la réforme du grand oral du bac. Voilà, et donc là, l'asso, elle continue de grandir, de vivre sa vie. Et moi, j'ai un peu step back justement pour m'intéresser à l'économie circulaire, quoi. Voilà. Ok, non mais félicitations parce que je te dis, j'avais été marqué par ce film et je me souviens du parcours il y a un jeune que vous suivez un petit peu plus, je me souviens de ces longues marches pour retrouver le bus, pour accéder à l'école et tout. J'avais trouvé ça assez émouvant, en tout cas, bravo quoi, incroyable, je pensais pas que c'était toi qui étais derrière ça, mais en tout cas ça m'avait marqué. Donc ouais, faisons ce fameux step back parce que donc tu as eu ce succès avec le concert, donc encore une fois félicitations. Mais qu'est-ce qui t'est dit, tiens, je vais m'intéresser à ce sujet de dons. Est-ce que déjà, avant de peut-être nous concentrer sur les solutions que tu développes, est-ce que tu peux nous rappeler
un petit peu la situation aujourd'hui, parce que tu l'as fait d'un point de vue macro avec les impacts de tous les déchets générés, etc. Mais est-ce que tu peux nous donner un petit panorama de la situation? Ouais, ouais. En fait, donc ça, à l'origine, quand on lance cette communauté C2C, Indigo, hein, qui ensuite a mergé avec Dedon.org, qui est maintenant que l'on gère, hein, c'est les mêmes communautés, mais on s'est dit il y allait avoir un enjeu générationnel sur euh, booster les réemplois. Mhm. Ça, c'était l'approche C2C. Et puis, très rapidement, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un jeu qui était d'intérêt public, qui avait 9 millions de tonnes de déchets qui étaient produites et qu'il y en avait potentiellement 3 millions, 9 millions réemployables et qu'il y en avait à peine 3 millions, c'est les statistiques qu'on avait vues, qui ne retrouvaient aucun circuit de réemploi et qui étaient vraiment hors sentier, qui finalement était de la production de déchets assez néfaste, et que c'était 3 millions de tonnes de déchets qui pouvaient, si très simplement on connectait soit la bonne entreprise, soit la bonne ESS, soit le particulier, disparaître. Donc nous, on s'est dit, et ça c'était le premier constat, et le deuxième constat, c'est qu'on s'est rendu compte que en France, quand un Français veut se débarrasser d'un bien, son point d'entrée, c'est Google, c'est Internet à 80% du temps, et qu'en fait, quand vous tapez déchets ou un mot-clé lié aux déchets, 80% du temps, enfin même quasiment systématiquement, c'est le site de l'agglo de la commune qui apparaît. Ouais, on a fait l'exercice hier, effectivement, c'est assez bluffant. C'était le site de la métropole avec la page déchets correspondante, effectivement. Ouais. Et donc, en fait, on s'est dit, dès lors que c'est ça le parcours instinctif des Français, il faut qu'on propose une technologie qui soit sur cette porte d'entrée, parce que parfois les sites d'agglo sont disparates, des UX, c'est pas simple de s'y retrouver, où est la recyclerie. Donc on s'est dit, on va créer une barre intelligente, il y a 5-6 ans, c'est un peu avant l'émergence vraiment de l'explosion de l'IA, mais on s'est dit, on va créer une barre intelligente où tu mets ce dont tu te débarrasses, et en 5 secondes, on te dit qui est prêt à prendre rendez-vous avec toi pour venir le collecter chez toi, une ESS, une asso, potentiellement une entreprise, un particulier. Et donc, c'est de là qu'est né le début de l'aventure de Circular City. Ok, excellent. Et super ce constat de bien repartir du contexte actuel en termes d'usage et de qu'est-ce qu'il y a à disposition pour non pas proposer un truc nouveau, mais je veux dire repartir de cette brique-là plutôt que d'imaginer une usine à gaz sur le côté, etc. Enfin, en tout cas, super démarche. Et, euh, et justement, alors ce qui est intéressant, c'est que tu nous dis que ça a 5-6 ans. On va y aller par étapes, mais ça a pas décollé tout de suite. Donc, justement, l'idée, c'est que tu nous dises un petit peu comment tu as réussi à passer les marches et puis bah, tous ces enseignements. Et puis en plus, comme tu l'as dit, il y a 5-6 ans, l'IA n'était pas aussi développée. Donc, développer ce type d'outil, ça devait être aussi une bonne grosse corvée. Donc, je te laisse continuer à dérouler. Et ben en fait, on a commencé d'abord en testant, tu as raison, dans le Val d'Oise, une application, une app, et on a compris qu'en fait, l'application, c'était difficile à faire télécharger, une application, un service public du réemploi. Ouais. Et donc, ça nous a convaincus qu'il fallait vraiment développer une techno sur les pages déchets des agglos, proposer une techno qui, entre guillemets, se pose vraiment sur les pages déchets des agglos, et très rapidement à Maubeuge, puis ensuite à Montpellier. En fait, le flux, le trafic, la conversion des usagers au réemploi, il est naturel en fait. Bah oui. C'est comme si tu te mets sur un cours d'eau, tu te mets sur un fleuve, Ouais. si Et tu veux, tu prends le flux. et tu prends le flux et juste tu le réorientes, tu fais en sorte qu'il se réoriente. Avant, le canal il allait tout droit et tu le réorientes, tu le dispatches en fonction du besoin à l'entrée vers l'acteur susceptible de le récupérer. Mm. C'est tout bête, hein, Ouais, comme système. mais ta métaphore du cours d'eau est très bonne. Finalement, quand tu as créé l'application, c'est un peu comme si tu avais créé toi-même un canal à côté du cours d'eau, alors qu'en fait, bah, c'était difficile de capter le flux, quoi. T'es encore plus fort que moi en métaphore. Non, non, mais je trouve que c'est une super approche. Et ça, souvent, moi le premier, on a tendance à toujours vouloir faire des usines à gaz, alors qu'en fait, suivre le cours d'eau, c'est peut-être la meilleure des choses à faire, quoi. C'était l'idée de point de départ. Et puis, et finalement, les performances à Montpellier, à Maubeuge, à Lunel. Et là, donc ça n'a pas été simple parce que
remporter ses premiers marchés, ça a été la croix et la bannière. Ouais, Faire nos surtout preuves. dans des collectivités qui ont souvent des systèmes de décision qui sont très longs et tout. C'est ça. Et après, heureusement que à Montpellier, à Maubeuge, à Lunel, on a parfois des militants au sein des administrations Bien sûr. qui se disent qu'on en a besoin. Et puis là, maintenant que le proof of concept est fait, on a eu la réserve électorale et municipale qui, pendant 1 an, parce que sinon ce serait trop simple, nous ont paralysé le marché. Voilà. Mais là, ça repart et on remporte notre 6e comité de communes. Ça fait 120 communes couvertes, 1,5 million d'usagers. Et là, on est prêt pour le scale, mais ça aura mis 6 ans, quoi, 7 ans. Ouais. Mais alors, tu l'as présenté rapidement, mais hier, tu m'as montré l'appli et j'étais bluffé parce qu'effectivement, mettons, tu m'as pris l'exemple du téléphone. On est arrivé sur la page en question, enfin, d'une des collectivités, et puis clac, 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 en 3 clics. Non seulement ça t'indiquait l'association, le site sur lequel tu pouvais le donner, etc. En l'occurrence, là, tu as choisi l'association. T'as fait un clic en plus et top, il y avait un bon d'envoi du produit pour l'association en question. Enfin, je trouve que c'est d'une fluidité incroyable et ça, un grand bravo aussi pour la qualité de l'expérience que je vous invite à toutes et tous tester, quoi. Et justement, par rapport à ces premières collectivités, Maubeuge, Montpellier, que tu as évoquées, quels sont peut-être les enseignements que tu en as tirés pour réussir à obtenir ces premiers champs d'expérimentation? Mm. Alors, nous, on avait mis, quand on travaille avec une collectivité, elles sont, à juste titre d'ailleurs, orientées vers l'impact, le trafic, le tonnage détourné. Donc dès le début, en fait, la toute première fois, on naviguait un peu dans le vide, hein, on ne savait pas où on allait se positionner, mais très rapidement, au bout de quelques mois, on avait une idée, parce qu'en fait, vous voyez le nombre de connexions instantanément, vous voyez le nombre de gens qui cliquent, parce que comme tu l'as bien dit, Brieux, nous, c'est pas de l'infodéchet, c'est du passage à l'action, c'est-à-dire qu'on déclenche le rendez-vous. Hein. Ouais. C'est-à-dire tu postes ton canapé, on te dit, Pascal, à 300 mètres de chez toi, peut venir le récupérer demain matin. Est-ce que tu veux prendre le rendez-vous via denon.org ou est-ce que tu veux prendre rendez-vous avec l'ESS pour mardi prochain elle va te recontacter. Donc, c'est vraiment cette prise de rendez-vous. Donc, pour quantifier, pour mesurer, c'est très simple. Quand tu fais de l'info, tu mesures le trafic, mais c'est parfois flou. Nous, on était assez rapidement capable de mesurer le profil de la personne qui poste, le tonnage, le poids et quel ESS le récupère. Et donc, cette traçabilité, en fait, c'est le gage pour travailler, en tout cas, il me semble, avec un pouvoir public, c'est qu'ils ont besoin de savoir l'impact, le tonnage. Et donc, j'ai envie de dire, dès lors qu'ensuite t'en fais, et qu'ils se disent, mais en réalité, il y a du détournement de déchets concrets, mesurables, quantifiables, ça crée de la confiance. Et je dirais, pour répondre à ta question, qu'il est là la clé. C'est, avec un financeur public en tout cas, c'est qu'ils se disent, je mets 1 euro, et en face d'1 euro, c'est quoi le tonnage détourné? Il y a une vraie réflexion sur le tonnage parce qu'il faut optimiser la dépense publique. Donc je dirais la clé de notre réussite, c'est de bien montrer que pour 1 euro investi, il y a tant de tonnage et qu'à terme, ça devient non pas une dépense de com ou de sensibilisation, ça devient une dépense d'investissement. C'est-à-dire qu'ils vont le rentabiliser. De coûts évités aussi. De coûts évités, Ouais. donc d'investissement. C'est-à-dire que tu investis certes 1 an, 2 ans, mais tu vois bien que les courbes augmentent et que finalement, à un moment donné, tu détournes plus que enfin, tu économises suffisamment pour que la solution te fasse gagner de l'argent. Ouais, Et c'est ça le point de bascule. Et quand tu travailles avec les pouvoirs publics, tu te dois de t'insérer dans la conjoncture actuelle où il y a des grandes difficultés économiques pour les collectivités. Donc, pour créer de la confiance, il faut vraiment faire ces reporting et associer à de l'impact très concret. Et ce qui est d'autant plus génial, je trouve, c'est que tu as réussi enfin avec ton équipe évidemment, mais tu as réussi à non seulement avoir toute cette expérience très fluide, toute cette collecte de données, mais en plus on peut tout à fait supposer, et ça tu confirmeras sûrement, que tu deviens un super pourvoyeur de gisements pour toutes ces structures qui vont traiter les équipements ou les objets en question, qui souvent, malheureusement, ont des difficultés aussi pour massifier finalement. C'est un gros enjeu du dispositif, c'est-à-dire que
en s'apaisant avec Alors, Emmaüs. Ah, pardon. On va peut-être pas trop aller dans les discours de geek, mais en rendant accessibles ces données, finalement. C'est ça. En faisant en sorte qu'en réalité, on devient un centre commercial avec cette techno sur le niveau de l'agglo et qu'on invite toutes les ESS, tous les acteurs du réemploi à avoir un magasin dans ce centre commercial, nous, on crée le trafic pour que les usagers, leur premier réflexe dès qu'ils veulent jeter, c'est de traverser ce centre commercial et on leur dit, bah, ton canapé, il y a cette ESS qui est prêt à le récupérer. Et lorsque l'ESS, alors Emmaüs a un camion, par exemple, je crois à Montpellier, on se coordonne avec, les disponibilités de leurs camions pour venir chercher, mais il y a des ESS qui n'ont pas de camion. Bien sûr. Donc on invente des dispositifs d'un camion partagé où en fait l'ESS de quartier qui elle n'a pas suffisamment de moyens, on peut l'alimenter, on peut lui donner du gisement de qualité pour faire vivre son initiative d'économie circulaire. Donc c'est vraiment, comme tu le dis, un service public qui vient faciliter aux citoyens de générer du gisement, mais qui vise à alimenter, face à la concurrence, on ne va pas les citer, mais de gros mastodontes qui proposent des plateformes, souvent pour des objets à acheter. Là, l'idée, c'est de vraiment être au soutien, orienter le gisement vers des acteurs locaux, des associations, des recycleries locales, et pas que, ça peut être des entreprises locales qui peuvent avoir besoin de gisement aussi, donc c'est l'idée. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que si on reprend notre métaphore du cours d'eau, c'est que tu crées plein de petits quais, plein de petits bateaux où finalement tu vas sortir l'eau et la mettre aux bons endroits, quoi. Mais Et qu'est-ce que j'allais évoquer de plus par rapport à ça, c'est que donc tu as cette donnée, tu leur amènes du flux, donc on peut imaginer aussi que ces entreprises ou ces structures, quelle que soit la forme, elles économisent aussi des coûts d'approvisionnement, donc tu les fiabilises ou en tout cas tu leur donnes un flux intéressant pour elles, donc ça c'est un autre impact on va dire économique et social pour le territoire. Ça commence à être hyper intéressant en termes d'impact. Est-ce que tu en vois d'autres par rapport à l'activité que vous proposez? Bah alors, on a évidemment l'idée maintenant, c'est que la réouverture post-municipale, c'est d'évangéliser par rapport à la preuve du concept qui est faite, de discuter aussi avec les pouvoirs publics, les éco-organismes. On a beaucoup de collectivités qui nous demandent si ils pourraient être aidés dans la phase d'investissement, notamment peut-être par les éco-organismes. Donc, on échange avec tous les acteurs aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, en restant humble aussi, mais ce qui est sûr, c'est que avec Donon.org, Donon historiquement a défriché le don entre particuliers et C2C quand l'initiative a été lancée. C'est que Circular City, on a besoin d'un service public comme ça. C'est inéluctable. On a besoin de faire en sorte que pour un usager en France qui s'apprête à jeter, en 5 secondes, il sache qu'il puisse prendre l'action. Face à la concurrence du dépôt sauvage, où tu sors de chez toi, tu drops, un dépôt sauvage en France, nous, on s'amusait à le chronométrer, on essaie de défricher l'étude, ça te prend en moyenne 15 minutes. Le temps de le charger, de descendre l'escalier, de rentrer dans ton ascenseur, de regarder qu'il n'y a pas la police dehors, de le dropper, en moyenne, ça dépend des immeubles, mais c'est un peu moins de 15 minutes, ça peut prendre 12 minutes. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'en 5 secondes, on te prend un rendez-vous, tu restes chez toi et il y a quelqu'un qui vient sonner à ta porte et qui vient te le prendre. Et on veut vraiment essayer de le pousser, que ce soit via Donon.org ou via le service public, de se dire que ça va le devenir. Je pense qu'on est en train de voir que nous, on a défriché ça, mais c'est évident. Et dans les villes où on se lance, on le voit bien, l'attraction, le phénomène, le bouche à oreille, enfin... C'est vertueux en fait ça, mais d'ici à ce que tous les Français le fassent, je sais pas combien de temps va s'écouler, mais ouais, non, mais après souvent c'est la fluidité de l'expérience qui permet aussi d'avoir une adoption hyper rapide, donc ça c'est assez passionnant parce que je pense qu'on se rend pas compte avant de voir l'application que tu m'as montrée hier. C'est la fluidité, c'est-à-dire que tu mets en avant des associations, tu mets en avant des entreprises, mais tu mets aussi Donon.org comme option, avec même un délai moyen sur ce type de produit. On sait que sur Donon.org, ça peut être pris en X jours. Et moi, ce qui m'a bluffé, c'est l'aspect hyper exhaustif de la solution.
et qui rend le truc hyper facile, quoi. Merci beaucoup, Brian. De rien. Et qu'est-ce que j'allais évoquer de plus? Il y a un autre truc que tu m'as dit hier que je trouvais hyper intéressant. Donc malheureusement, comme beaucoup d'entreprises, vous avez galéré au début pour peut-être faire comprendre le concept et tout. Mais justement, sur l'aspect commercialisation, il y avait un aspect que j'ai trouvé intéressant. C'est peut-être s'adosser à d'autres. Est-ce que tu peux nous en rappeler un petit peu quelques principes? Nous, en fait, on, la manière dont on se voit, c'est d'être donc ce centre commercial et on voit bien, tu vois, dans un salon comme celui-ci, toutes les super idées, les super boîtes, les entrepreneurs pour se lancer dans cet écosystème. Il faut être vraiment courageux, quoi, pour vouloir faire de la circularité. En plus, c'est un thème très à la mode, mais aujourd'hui, ça l'est avec toutes les difficultés économiques un petit peu moins. Les financements parfois se rétrécissent. Donc, en fait, c'est impératif qu'on se maille entre nous. L'économie circulaire, c'est par définition, il y a du gisement qui est produit, quel qu'il soit, que ce soit par des émetteurs en marché, par un particulier, par une boîte. Et c'est comment, en fait, les boîtes s'interconnectent. C'est par définition des boîtes qui sont invitées. Alors, parfois, tu es concurrent en front avec un acteur qui fait exactement ce que tu fais. Donc, tu peux être concurrent dans l'accès au gisement, dans l'offre de valeur que tu fais. Mais en réalité, on est obligé, dans notre secteur, de toujours se dire comment je peux m'interconnecter. Et je trouve que c'est ça qui est passionnant, tu vois, moi c'est ça qui me passionne dans ce projet, c'est que ça te met au contact de gens qui inventent comment recycler des matelas. Donc nous on leur dit bah, on peut vous envoyer des matelas. Gisement bim, je t'en passe 10 dans l'heure. C'est génial et je trouve que c'est vraiment passionnant comme écosystème, avec souvent des dénominateurs communs chez les gens qui se lancent, c'est l'envie d'avoir de l'impact et d'aider. Ouais. Tu vois, d'aider la planète, d'aider l'environnement. Et en ce sens-là, tu vois, nous, on discute avec parfois de non-points, on nous dit oui, mais en face de vous, vous avez Give. Bah, nous, on discute avec Give et on est ravis de travailler ensemble, de voir les passerelles. Des données, des choses, des options que vous n'avez pas forcément, et tout à fait. Ouais. Voilà. Et puis, on va voir ce que ça donne, le niveau de partenariat. Enfin, on a discuté. Enfin, je trouve que même de discuter avec des gens qui font parfois la même chose que nous, d'une part, ça nous fait progresser. Et en fait, on a eu l'expérience. Nous, on finit parfois par trouver forcément un endroit où bosser ensemble. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on se voit, quoi. Ouais, bah, c'est cool. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais évoquer aussi par rapport à, aux prochaines étapes, c'est que tu m'as aussi annoncé que vous étiez parti sur une expérimentation de 2 années avec la ville de Montpellier. Qu'est-ce qui s'est passé suite à cette expérimentation de 2 ans? Donc effectivement, on a eu l'occasion de tester en fait ce que l'on faisait. Et puis ensuite, dans la phase de test, on a branché le service, on a regardé un petit peu comment ça tournait. Et donc, dans un deuxième temps, lorsqu'il y a eu un marché public de renouvellement des déchets, tous les acteurs qui étaient intéressés par ce marché ont eu vent du fait qu'on a amené satisfaction. Et donc, c'est comme ça. Et c'est vraiment, je reviens à la notion d'impact et de KPI. C'est-à-dire que quand on propose une solution, nous, on s'est très vite dit, il faudra qu'il y ait du tonnage. Alors, quand on lance un projet, on ne peut pas promettre la lune, mais de montrer qu'il y a une efficience et une efficacité et que concrètement, il y a du tonnage derrière qui circule via les outils que l'on propose. Et c'est comme ça qu'en fait, voilà, on a pu pérenniser notre présence et proposer ce service. Et ce qui est génial, c'est que maintenant, même comment dirais-je, les collectivités qui ont eu vent de ce que vous faites exigent que vous soyez intégrés dans des réponses à appel d'offres pour ces solutions, quoi. Alors, en fait, il y a des. Alors, je ne sais pas si elles exigent, parce qu'on est quand même au tout début de l'aventure, mais en tout cas, nous, notre rôle, c'est d'essayer de crier haut et fort à toutes les collectivités de France qui veulent voir notre travail, l'impact qu'on peut avoir dans des territoires comme Maubeuge aussi, de pouvoir leur montrer qu'en réalité, il y a une efficacité, il y a une efficience et qu'on a un service public qui peut réellement booster l'économie circulaire et la réduction de déchets. C'est sûr. Ouais. Ouais, c'est top. Et puis,
Je trouve que, enfin là, j'en reviens un peu à tous les impacts associés, mais souvent, la difficulté, c'est ce que j'évoquais dans une newsletter récemment, c'est le fait que souvent les startups vont faire en sorte de faire payer le meilleur prix à leurs clients directs, alors qu'en fait, souvent, ces startups ont des impacts économiques, sociaux, environnementaux pour d'autres acteurs qui ne sont pas forcément impliqués dans le paiement. Mais là, en fait, tu as trouvé finalement, tu as parfaitement illustré ce que je discutais dans cette newsletter. C'est vraiment dire, bah, en fait, il faut que les parties prenantes qui sont touchées par ton activité, bah, elles puissent te rémunérer ou te récompenser. Et ça, je trouve que c'est génial que tu aies réussi à l'illustrer, en tout cas. Merci Bravo pour beaucoup. ça. Et finalement, il y a un autre aspect aussi qui me questionne, c'est maintenant que tu as réussi à faire cette preuve de concept, quelles sont finalement les prochaines étapes pour Circular City et Denon.org? Alors, en ce qui concerne Donon.org, l'idée c'est que la communauté continue de grandir. On a passé le cap des 2 millions d'inscrits. Et donc il y a une traction naturelle, je pense, parce que les Français qui ont des difficultés de pouvoir d'achat, on les voit de plus en plus venir sur Denon pour s'équiper gratuitement, récupérer des chaises, des tables gratuitement. Donc, de continuer la croissance de Denon, et je pense que c'est porteur et il y a un vrai avenir. Et puis sur le service public, maintenant, c'est de convaincre tous les acteurs, les agglomérations, les pouvoirs publics, nationaux, régionaux, départementaux, que c'est un dispositif qui doit être soutenu et financé. Parce que les agglos, elles, parfois, même si c'est de la dépense d'investissement, ça reste des dépenses, qu'il y a toujours des phases d'implantation. Donc c'est vraiment désormais là, post-élection municipale, c'est de vraiment parler à un maximum d'acteurs, trouver les élus qui veulent, qui sont concernés, qui ont envie d'être game changer sur la réduction de déchets et l'économie circulaire, et leur dire « Eh oh, on est là, on a un outil qui est prêt » et qui concrètement détourne, crée de l'impact, et avec une réalité économique qui va vous intéresser, quoi. Et pour qu'on se rende bien compte de l'impact généré, est-ce que tu peux nous donner, alors sans rentrer dans le secret des dieux, mais quelques chiffres de l'impact que vous avez eu, que ce soit à Maubeuge ou à Montpellier? Alors sur les data, on laisse toujours le privilège aux agglos, parce que c'est de la data qui appartient aux agglos, Bien sûr. de communiquer dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur les agglos, on est très rapidement en plusieurs dizaines de tonnes, puis on peut franchir assez rapidement raisonner en termes de centaines après passer l'année 1, l'année 2, on va dire l'année 3, de tonnes détournées. Voilà. Donc c'est un outil qui monte, plus il est installé dans le temps, plus il est porté politiquement, plus il est exposé, mais c'est un outil qui à terme, au bout de quelques années d'implantation, on peut aisément réfléchir en termes de plusieurs centaines de tonnes, si en plus de ça il est porté politiquement et exposé par l'agglomération. Ouais, et puis en plus, il y a cette notion, tu sais, souvent quand on parle de déchets, on parle de tonnage, etc. Mais là, quand tu parles de dizaines ou de centaines de tonnes, tu peux en plus donner précisément la composition de ce tonnage et ce qui, dans le domaine des déchets, si on reste sur cet aspect-là, est très rare. Et ça, c'est très précieux aussi de pouvoir précisément donner cette information de combien ont été valorisés, quelles conséquences ça peut avoir aussi d'un point de vue peut-être matière, carbone, etc. ou même eau, ce qui va devenir de plus en plus un sujet. Donc ça, c'est quelque chose à mettre en avant aussi. Tout à fait. En fait, pour faire le lien avec ta question précédente, nous, on crée un outil. Alors, il y a le canal, on va dire, il y a le cours d'eau, il y a le flux qui passe. Si l'agglo décide d'orienter vraiment un maximum, de générer un maximum de trafic sur ce cours d'eau en amont, hein, sur la phase amont, et de faire en sorte qu'il y ait vraiment beaucoup d'eau qui passe dans ce cours d'eau, mécaniquement, l'impact, il augmente. Et donc, une fois que nous, on met en place
notre outil. On se met sur les pages déchets, on sait qu'il y a du flux naturel. Mais en plus de ça, si politiquement c'est porté, c'est affiché, si tu veux, le tonnage réemployé qui circule, il est arithmétique avec le trafic. Et donc tout ça, ça devient des courbes mathématiques, très logiques, très cartésiennes. Tu peux faire de la prévisibilité, l'aglo peut le faire. Et c'est là où en fait, je ne sais pas si je réponds exactement à ta question, mais tu peux monter sur du tonnage et faire de l'outil. Nous, on n'est pas des magiciens. Par contre, si l'aglo, elle, derrière, veut faire exploser l'économie circulaire, on lui dit, vous avez l'outil, voici nos recommandations, et libre à eux d'appuyer sur la pédale, souvent de la communication. C'est souvent ça qui fait la différence. Ouais, et puis surtout qu'il y a deux aspects clés, c'est que tu es sur un geste qui est occasionnel. Oui. C'est pas, les gens ne le font pas tous les jours. Et puis, ça nécessite du temps pour ancrer l'habitude. Donc ça, c'est quand même aussi à prendre en compte, quoi. Et ça prend du temps. On vise toujours dans notre stratégie de sensibilisation, d'acquisition. On a aussi ce rôle d'agence digitale, parce qu'il y a l'outil, mais il y a aussi apprendre à générer le trafic. Il y a ce qu'on appelle en anglais, on dit les early birds, donc les premiers utilisateurs, on va dire, qui sont clés et qui derrière créent le cœur de la boule de neige. Et autour d'eux, dès lors qu'il y a de l'usage, il y a du bouche à oreille. Et donc, on augmente le niveau d'adoption sur une agglo de cette manière, quoi. Voilà. Ouais, c'est top. Ouais. Et ok, Stéphane, est-ce que sur Circular City ou sur Donon.org, peut-être rappeler aussi l'histoire de Donon.org. Tu n'as pas forcément créé Donon.org. Peut-être tu peux évoquer aussi cet aspect-là. Ouais. Alors, Donon.org, c'est l'acteur historique. Ils ont été créés par Olivier Nass et son équipe à Mulhouse il y a, je crois, 20 ans, 22 ans. Et en fait, nous, on avait lancé Indigo. Moi, j'avais eu cette idée de lancer une plateforme qui reprend la philosophie de Donon, c'est-à-dire quand tu t'apprêtes à jeter, mais tu avais un système de monnaie et de points, où plus tu donnes, plus tu gagnais des points qui te permettaient à toi de récupérer des biens. Donc ça, on a été les premiers à l'inventer. Et puis ensuite, on s'est rencontrés avec Donon. On a présenté à Olivier notre vision du service public, qui était tout aussi important, au moins aussi importante que créer une communauté C2C, qui était de pouvoir permettre aux agglos, et Olivier a adhéré et a accepté, on va dire, que Indigo fusionne avec Donon.org parce qu'on était plus fort. Tu vois, tu prends un exemple de Indigo et Donon étaient concurrents, on s'est parlé et en fait, on a convenu qu'on était plus forts ensemble. Et Olivier nous a confié, on va dire, comme ça, son bébé, pour qu'on le fasse grandir et qu'on l'adosse à notre service public. Et donc, Donon est devenu Indigo, j'allais dire, mais Indigo est devenu Donon, mais on a surtout gardé le nom parce que on le trouve tellement beau et chargé de la philosophie qu'on veut porter, quoi. Ouais. Et puis, il faut le dire, ils étaient plus nombreux que nous. C'est-à-dire que Donon, quand on se rend compte, il y a 1 400 000 usagers. Nous, on était à 400 000, 500 000, ou 350 000 même, je crois. Donc, c'est pas mal, mais ce qui est pas mal, mais plus de l'autre côté. Ouais, c'était 3 fois, 4 fois plus même. Donc, on était très honorés de porter leur nom et que l'on porte maintenant. Donc, voilà. C'est top. Ouais, bravo. Et ça, c'est cool aussi, comme tu l'évoquais tout à l'heure, ces rapprochements qui ont du sens de façon à ce que, en fait, globalement, l'écosystème s'en sort mieux que juste un acteur, quoi. C'est clair. Et si tu avais trois enseignements qui te venaient là par rapport à ces 6 dernières années sur Circular City, c'est quoi les choses, tu te dis, putain, si je l'avais su dès le début, ça m'aurait fait gagner du temps? C'est une super question, ça. Je pense, tu vois, je vais faire le lien avec ce que l'on dit. J'ai tardé à parler avec... j'ai lancé Indigo Réemploi en 2000... j'ai commencé à travailler dessus en 2016. On s'est lancé avec Indigo, la plateforme C2C au début, en 2018. Donc, je pense que les 2-3 premières années, j'ai tardé à aller voir mes homologues / concurrents. Et je réalise aujourd'hui
tu vois, on est dans un salon, à quel point c'est précieux de constamment discuter ensemble, voir les passerelles, surtout quand on est dans un secteur d'innovation. Il faut se le dire, l'économie circulaire, on en parle beaucoup parce que c'est un super beau modèle de société, mais les acteurs qui concrètement arrivent à lever de l'argent, trouver des modèles économiques et faire, c'est extrêmement compliqué. On est un microcosme. Ouais. Et que finalement, dans ce microcosme, au-delà du fait que parfois on est un peu concurrent, c'est indispensable de communiquer, d'échanger, de voir les passerelles, voir parfois quand on peut fusionner. Typiquement, Denon et Indigo, ça a été le cas de cette réflexion. Et de rester solidaire. Donc, ça peut paraître un petit peu schizophrénique, mais ça, pour moi, maintenant que je l'ai compris, je gagne un temps fou dans nos choix stratégiques, dans parfois ce que l'on fait. Voilà, donc ça, ce serait le premier conseil. Je confirme parce que moi-même, peut-être par manque de maturité ou par petite crise d'ego, j'ai perdu des années comme ça au début de Circulab et je te rejoins complètement sur ce premier enseignement. Le second enseignement, c'est d'avoir compris que... non, j'ai tardé à le comprendre, qu'en fait, ça allait prendre beaucoup plus de temps que ce que je ne l'imaginais. Et que, tu vois, je te parle de 2015, on est en 2026, ça fait 11 ans qu'on est dans le secteur, nous, et aujourd'hui, on commence tout juste à trouver l'équilibre, que ce soit l'équilibre économique, qui est lié à l'équilibre de vie aussi, parce qu'on y passe des heures à se battre, à inventer. Donc, à tester des trucs et tout, ouais. Et si tu m'avais dit, en fait, si j'étais pas, il n'y avait pas ce côté militant, je pense que j'aurais abandonné. Ouais. Et donc, de me dire, ça va prendre du temps. Et être OK, ça t'évite parfois de la précipitation, des choix d'impatience. Voilà, donc je dirais, quand on se lance dans l'économie circulaire, bien sûr, on rêve tous d'avoir une licorne, d'avoir un licorne business et que ça part tout de suite. Ouais. Mais c'est de se dire qu'il faut y aller, un peu comme quand tu veux faire de la chanson ou du cinéma, te dire j'y vais parce que c'est une vocation, même si j'ai bon espoir que demain, on est des précurseurs et qu'on va devenir un secteur qui va trouver des modèles économiques et il est amené à l'être, tu vois. Aujourd'hui, on voit la puissance économique qu'ont des éco-organismes, des initiatives que Citeo fait avec Reuse pour financer des startups dans des dispositifs. Donc, l'économie arrive, elle émerge. Mais voilà, je pense qu'il faut encore un peu de résilience et que dans 10 ans, ça sera évident. Il y aura du business quand les modèles économiques vont être éprouvés, qui seront juteux, je l'espère, pour toutes celles et ceux qui entreprennent et qui entreprendront. Les courbes d'exécution et de réussite seront plus rapides. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut être OK sur la résilience. Ouais, Voilà. je te rejoins aussi là-dessus. Si on m'avait dit il y a 14 ans, tu vas quand même galérer pas mal d'années avant de t'en sortir. Ouais, ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je confirme la pertinence de ce deuxième enseignement. Et sur le troisième, je dirais que ça vaut dans notre écosystème, mais comme dans tous les milieux, quand on entreprend, en fait, c'est peut-être parfois le chemin qui est plus important. Ça fait très philosophie chinoise, ce que je fais, bouddhiste, mais c'est que le chemin est très instructif. Et que, en fait, même si à la fin on n'y arrive pas, on est dans un moment, on en parlait hier, Brieux, où des boîtes déposent le bilan dans notre secteur, où on sent la crise économique très fortement, Tout à fait. où la barrière à l'entrée pour rentrer dans l'écosystème, pour lever des fonds, et en tout cas de manière conjoncturelle, c'est redressé à nouveau, mais que le chemin d'entreprendre reste hyper intéressant, que les rencontres que j'ai faites, elles sont extraordinaires, que la joie que ça me procure d'essayer, de tenter d'innover, de tenter d'avoir de l'impact, elle est hyper instructive et que quoi qu'il advienne, j'aurais été très fier, très heureux d'avoir fait les rencontres humaines que j'ai fait. Tu vois, nous hier on s'est rencontrés, on s'est dit on fait un podcast et c'est top. Les gens souvent, voilà, des gens lumineux qui veulent changer le monde, qui tentent à leur niveau de le faire. Rien que ça, moi le chemin que je vis en tant qu'entrepreneur social dans notre secteur, il me procure beaucoup de joie et et si on n'y arrive pas à la fin, ce que je ne vous souhaite pas, on verra bien. L'aventure alors a été extraordinaire et c'est OK quoi. Ouais, non, mais tout à fait. Je te rejoins également là-dessus. On a trop tendance à parfois voir le haut de la montagne et puis
puis se rappeler que le chemin sur lequel on est, bah, il faut quand même le savourer aussi parce que même si on a des galères et tout, enfin voilà, il faut prendre du plaisir au quotidien parce que c'est quand même pas tous les jours évident. Cool. Et on a deux dernières petites questions un peu récurrentes dans le podcast. La première, c'est si Stéphane, d'ailleurs j'ai une question importante Stéphane, as-tu un lien avec Stéphane de Freitas, le grand joueur de foot du FC Nantes d'il y a quelques années? Alors non, juste, je le connais très bien parce que comme quand parfois je googlisais, quand je m'auto-googlise, ça m'arrive pas souvent, mais à l'époque, je voyais qu'effectivement, j'avais un homologue qui était en numéro 1 des recherches Google Tu m'étonnes. pendant de longues années et que du coup, bah, je connais Stéphane de Freitas, mais on n'a aucun lien de famille. D'ailleurs, s'il nous écoute, je te salue Stéphane et voilà, et je te remercie en termes de référencement d'avoir été toujours devant les articles sur l'économie circulaire. Enfin, je te remercie ou pas du coup parce que tu nous as pris beaucoup la place. Floudé. Mais C'est ma question de supporter du FC Nantes qui souffre en ce moment, mais non, ma question plus sérieuse, c'est par rapport à avant de lancer l'Okensia, je ne sais pas quand est-ce que tu as été diplômé ou quoi, enfin quand tu t'es lancé sur le sujet, c'est finalement quel conseil tu te serais donné pour ta carrière en fait, pour ton chemin de vie finalement professionnel? ouais, ça c'est une sacrée question. En sortie d'école? Ouais, par exemple, ouais. Ouais. Alors moi, en sortie d'école, j'avais déjà cette envie de faire Eloquentia et de non. Donc finalement, ça m'a simplifié la vie. C'est qu'en gestation pendant l'école, ça a été mes projets de sortie d'école en fait. Trop bien, ouais. Et donc, j'ai pas eu trop à me poser la question. Ça s'est fait assez naturellement. Mais du coup, je dirais une chose peut-être à toutes celles et ceux qui écoutent et qui sont en école de commerce ou en école quelle qu'elle soit, c'est que je trouve que c'est un moment incroyable. Et là, avec l'arrivée des IA, on parlait ensemble avec Claude, avec chat, tout ce qui est proposé, la capacité qu'on a à tenter des projets. Ouais. Et je dirais en école, moi, dans ma dernière année d'école, j'étais déjà en gestation de mon business model, de ma stratégie. C'est un moment assez cool parce que bon, il faut valider les examens, mais c'est un moment en fait où tu peux brainstormer, tu as des profs, et je me souviens moi dans la chaire entrepreneuriat social de l'ESSEC, avoir été voir mes profs de les tester, de les questionner, et c'est un moment génial pour faire ton MVP quoi. Tu vois, de tester. Et du coup, je dirais à toutes celles et ceux qui se demandent s'ils veulent entreprendre ou pas, bah tu sais quoi, tentez. Parce que même si vous voulez pas faire ça, bah, c'est un super moment, je trouve, les dernières années d'école notamment, pour tenter des MVP, voir s'il y a de l'attraction sur une solution qu'on propose. Et en tout cas, c'est le conseil que je donnerais. Voilà, si j'avais Tester, tenter, quoi. ouais, tester, tenter quoi. Et t'as raison, parce qu'en plus, c'est une période où t'es normalement en pleine forme, t'as plein de trucs à tenter, et surtout, t'as pas trop de responsabilités, t'es plutôt seul, t'as pas d'enfant ou d'emprunt sur sur quoi que ce soit, et en fait, c'est le moment où tu peux vraiment te lâcher, quoi. C'est clair. Et tu peux faire aujourd'hui, c'était un peu moins le cas il y a 15 ans, ouais, quand je sortais d'école. Mais là, maintenant, tu peux faire tes MVP pour 0 € avec plutôt sur des projets tech, tu vois. Tu peux tester à très faible coût des solutions et voir s'il y a une traction derrière, le marketer, tu vois, qui est assez génial, quoi. Ouais, complètement. C'est assez fou. On est bien d'accord. Ok, merci pour cette première réponse. Et dernière question. On va partir du principe que on est dans quelques décennies et tu as face à toi plusieurs de tes petits-enfants. Et la question est toute simple, c'est comment tu leur parlerais de ton aventure Circular City, puisqu'on est plutôt sur Radio Circulable, alors que pour eux, en fait, la notion de déchet n'existe plus, que en fait, le don, c'est quelque chose d'évident. Comment tu leur parlerais de ce contexte-là pour qu'ils comprennent finalement que ce que tu as fait, c'était quand même assez cool, quoi. Bah, déjà, ce que je leur dirais, c'est que
l'idée, ça a été d'essayer, de tenter d'avoir un impact. Moi, en tout cas, moi, j'ai des petits-enfants qui me demandent pourquoi je passe autant de temps dans les salons à sillonner les collectivités de France. Je leur dis vraiment que l'idée, c'est d'essayer d'avoir un impact sur l'environnement et sur la planète. Et que je pense que de manière inéluctable, les générations à venir vont devoir conscientiser, et quel que soit le business, quel est l'impact que ça a sur l'environnement et sur le collectif. Je pense que on va vers un monde, en ce moment il y a une grande crispation, mais les enjeux environnementaux et sociaux vont devoir être pris en compte dans tous les business. Aujourd'hui, un émetteur en marché, il doit penser comment ces bouteilles peuvent être reconditionnées, ne serait-ce que ça, dans tous les secteurs d'activité. Et donc moi, ce que je leur dirais, en tout cas ce que Papy a essayé de faire, ça a été de mettre des millions de Français, en tout cas, d'apprendre à donner au lieu de jeter. Et je l'espère d'avoir imaginé, est-ce que ce sera Circular City, notre boîte qui bénéficiera de l'économie, de cette évangélisation, on verra. Mais c'est d'avoir inventé, en tout cas, un service public qui était indispensable, qui est inéluctable. Moi, je dis souvent... J'espère que ce sera nous, qu'on a les mérites d'avoir été les inventeurs, les concepteurs. Mais le service que Papy a inventé avec son équipe, c'est le service qu'aujourd'hui vous utilisez, parce que je suis convaincu que les États, en France ou ailleurs, vont faire émerger ce service où, en 5 secondes, tu dois savoir à qui tu peux donner un bien que tu t'apprêtes à jeter, ou réparer d'ailleurs. Ouais. Quel réparateur peut venir te le réparer? C'est évident. Donc voilà, j'espère que... au moins pouvoir dire à Papy, tu sais, ça a été le premier, et on verra si à la fin j'aurais eu une réussite économique derrière qui leur permet de leur faire des jolis cadeaux de Noël. Mais, voilà, on verra bien. Ok. Bon, écoute, Stéphane, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Eh ben, j'espère beaucoup d'appels d'agglomération qui auront écouté ton podcast. Ouais, tu vois. T'inquiète, comme prévu, je vais te faire une rencontre dans quelques minutes. Là, ça va être très sympa. Et aussi, voilà, très curieux aussi de tester Janine, l'outil dont tu m'as parlé hier, qui, du coup, c'est un petit peu ça la genèse de notre discussion. Moi, je te racontais ce que je faisais, tu me racontais ce que tu faisais, et ça va vraiment dans la veine de ce qu'on se disait, c'est-à-dire qu'un outil comme Janine, demain, s'il y a des collectivités, des acteurs publics qui se mettent à l'utiliser, de rapidement pouvoir voir des outils, que ce soit nous ou d'autres d'ailleurs, mais qui pourraient être intéressantes à rencontrer, ne serait-ce qu'à rencontrer pour élaborer leur stratégie de PLPDMA, d'économie circulaire. Donc je trouve que pour le coup, l'outil aussi que tu proposes, ravi de pouvoir contribuer, collaborer si tu penses que ça peut être nécessaire, parce que il faut qu'on se parle. Et il faut qu'on se connecte, quoi. Et ça, c'est une super manière de le faire. Carrément. Merci pour ton temps, et je remercie également Adèle Rink de Refashion qui nous a mis en relation hier. Très sage initiative. Merci encore à elle, et merci à vous toutes et tous pour l'écoute, et à très bientôt. Ouais, super. Merci.